Bonjour, bienvenue à Dampierre, au château de Dampierre. Dampierre, c'est le nom du village. C'est un petit village dans l'Aube, en Champagne-Ardenne, dans l'est de la France. C'est une maison qui date du XVIe et du XVIIe siècle. Il y a plusieurs parties distinctes et on va commencer la visite si vous voulez. En arrivant, il y a des douves qui sont sèches actuellement. Il y avait une rivière qui passait par là, qui a été ensuite détournée pour passer à l'arrière du château. Il y a un petit pont qui passe ces douves et qui est encadré par ce très beau portail de l'école de Nancy, qui n'est pas un portail classé, étonnamment, parce qu'il faut savoir que le château, dans les années 30, a été classé un peu à la hâte, parce qu'il a été démantelé par les propriétaires qui étaient au bord de la faillite. Et les villageois et le conservateur de l'époque ont justement demandé un classement du site en urgence pour éviter que le château soit transformé en hôpital, parce qu'il y avait quand même pas mal de projets à l'époque qui étaient un petit peu aberrants compte tenu de la qualité du monument. Et le portail donc, de l'école de Nancy, qui est tout en tôle repoussée, et qui est très beau, qui devait être d'ailleurs sans doute doré à l'époque, n'est pas classé. Donc à droite et à gauche, vous avez deux petits pavillons qui sont en cours de réaménagement, restauration en ce moment. C'est le projet de cet hiver. C'est des pavillons qui ne sont pas classés non plus, donc je n'ai pas eu besoin de faire des demandes ni de subventions, ni d'autorisation de travaux trop poussées. Donc ils sont réaménagés actuellement pour que ça puisse faire un lieu de vie dans les prochaines années, étant donné que le reste de la maison n'est pas vraiment habitable. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une grande perspective avec l'entrée, les deux pavillons, une allée principale, un châtelet qui est donc un châtelet qui date de l'ancien château médiéval, qui est un châtelet a priori du XVIe, avec quand même des vraies questions, on a vu ça avec le conservateur, sur les éléments architecturaux, les corniches, qui nous feraient dire que potentiellement il y a quand même pas mal de périodes mélangées, peut-être un peu de Renaissance, peut-être plus gothique aussi. Et à l'arrière, derrière ce châtelet d'entrée, qui était en fait le châtelet d'entrée de l'ancien château médiéval, il y a donc ce château qui est en fait une énorme bâtisse, enfin énorme, mais pas si grande que ça d'ailleurs, ça doit faire 250 mètres carrés au sol, qui est une bâtisse qui a été dessinée par Mansart, François, et donc sur les plans. Et le château a été bâti après la mort, quelques années après, de l'architecte. Donc voilà, donc tout ça est parfaitement aligné. Et ce qui est assez frappant, les premières fois que j'avais vu cette maison, c'était la couleur des fenêtres. En effet, les fenêtres sont donc en verre bullé, parce qu'il y en a toute une partie qui a dû être restaurée depuis. Mais en tout cas, celles qui sont d'époque sont des carreaux verts. Et alors la couleur est assez intense. Et quand on est de l'extérieur, on se rend vraiment compte de la couleur de ces carreaux. Et ça, c'était assez particulier. Et notamment, après on le verra tout à l'heure, la forme des fenêtres. Parce que les petits bois ont une forme assez singulière que j'ai jamais vue ailleurs. Et ça fera l'objet d'études et d'un projet de restauration un petit peu plus tard. Donc là, dans le projet, dans les prochaines années, la première chose, c'était la réfection des deux pavillons pour que je puisse avoir un endroit où rester au chaud en plein hiver, parce qu'on se caille, et ça caille quand même dans l'Aube. Et l'hiver suivant, donc a priori 2023, une fois les autorisations, les demandes de subventions réalisées, le but sera de restaurer le châtelet. Donc c'est vrai que parmi les défis du bâtiment, c'est qu'on n'a pas du tout envie de modifier la structure ou l'aspect du bâtiment, ni même son aspect historique. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité, pas de plomberie, pas d'évacuation. Donc c'est toute cette partie-là qu'il va falloir mettre en place. Donc on étudie ça avec des bureaux d'études qui étudient comment on va faire pour les descentes d'eau, pour les évacuations. Est-ce qu'on perce par le mur, est-ce qu'on passe par l'extérieur, on fait passer ça pour des gouttières. Donc c'est hyper intéressant de travailler avec des professionnels qui ont l'habitude de faire ça, parce qu'ils arrivent avec des idées qui sont très bonnes, avec comme ligne de mire quand même la préservation du bâtiment, ce qui est quand même le plus important. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a, quand on voit ces bâtiments-là, ils ont une logique et une solidité d'architecture qui est incroyable et qui fait qu'elle est arrivée jusqu'à nous et qui fait que ce sont des bâtiments qui sont classés. Et en fait, on se rend compte que toutes les petites modifications de structure et les petits défauts qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on doit donc modifier et faire des travaux pour les renforcer, viennent tout simplement de modifications qui ont été faites au cours des siècles, notamment l'arrivée dans le château du chauffage. Donc ils ont fait un chauffage à air pulsé avec des conduits d'air énormes dans les murs qui ont dû fragiliser
ou faire bouger un petit peu les façades et les murs porteurs, et qui font que la toiture a un petit peu bougé, qui fait que la façade a un petit peu bougé, et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont dû mettre un poteau au milieu de la cage d'escalier qui a été dessiné par Mansart et qui semble tenir par enchantement. Et bien là, elle ne tient plus du tout par enchantement, il y a quand même un poteau pour la soutenir au milieu. Donc l'enjeu sera justement de pouvoir retrouver une structure qui soit vraiment saine et redonner justement à cette cage d'escalier cet aspect originel. Donc là, on va passer sous le Châtelet, qui est l'entrée principale. Il y avait à l'époque aussi des douves en eau ici, avec un pont-levis, bien médiéval, qui a été asséché. D'ailleurs, je trouve ça pas mal, c'est quand même plus sain, parce qu'il y a quand même une vraie problématique moustique dès qu'il y a beaucoup d'eau stagnante. Et le pont-levis où on retrouve d'ailleurs tous les attributs du pont-levis. Alors il faut chercher un petit peu, mais il y a une petite manivelle, il y a quand même pas mal de choses qui sont restées. Et on va pouvoir rentrer dans le Châtelet après, par une petite porte qui est sur le côté. Donc là pour le moment c'est le seul accès carrossable. Donc c'est vrai que quand on doit faire réviser les toitures ou qu'on doit faire venir des machines, on est obligé de passer par ce Châtelet. Et c'est toujours une véritable contorsion pour réussir à ne pas l'abîmer, parce que les machines sont souvent assez grandes, notamment les grues ou pour pouvoir accéder au toit pour les révisions. Donc l'enjeu serait dans les 2 prochaines années de réussir à organiser un accès par l'arrière, par l'église. Il y a une petite église, une très jolie église d'ailleurs, qui est classée aussi, avec un portail d'accès, et il y a quand même entre le château et cette entrée une petite rivière, donc il faudra trouver une solution, donc peut-être un pont provisoire en attendant pour pouvoir justement accéder au chantier sans abîmer les parties historiques. Et notamment le petit pont de l'entrée qui ne devrait pas supporter très très lourd. Voilà, là on arrive sur cette jolie porte avec les petits angelots qui fait vraiment très gothique, qui est d'ailleurs très gothique. Et on va pouvoir monter par un escalier en colimaçon, en pierre, où la question du jour est: est-ce qu'on garde ces contre-marches en bois ou est-ce qu'on prend le risque de se péter le col du fémur et récupérer les marches creusées? Donc c'est toute la question. Moi je penche plutôt pour enlever les contre-marches et avoir un peu... c'est un peu plus dangereux, mais ce sera quand même plus charmant, je pense. Et là, en montant, au fur et à mesure, on aperçoit sur les murs qui ont été rougis avec un enduit, pas mal d'inscriptions qui remontent au début du XXe, avec des petits graffitis, plus ou moins heureux d'ailleurs, mais que du coup on devra documenter par photo, pour justement garder une trace de ces gens qui sont passés ici et qui ont trouvé utile de M. Gizou, qui ont trouvé utile de marquer leur passage. Et il y en a pas mal, hein. Ouais, 1939, l'Orso Lusao. Donc les Allemands ont occupé l'endroit, le château pendant les quelques années où ils étaient dans la région, et ont pas mal abîmé a priori le château, puisqu'ils ont fait brûler les parquets et les volets pour se chauffer. Mais à leur décharge, c'était pas les parquets d'origine, parce que je vous expliquerai après, mais le château a été complètement démantelé dans les années 30, vendu aux enchères et réaménagé ensuite. Donc c'était pas du tout les parquets d'origine non plus. Elle est jolie la vue ici. On voit beaucoup de moustiques d'ailleurs, mais on voit la maison aussi d'en haut. La perspective est jolie. Et ouais, là d'ailleurs on le voit très bien. Je ne sais pas si vous le remarquez, là au niveau du pavillon principal au milieu, il y a une lucarne en plein milieu avec 2 pots à feu, à droite et à gauche.
et on en retrouve encore à droite et à gauche, tout en haut, sur le fait du toit. Ça, les pots à feu, c'est l'emblème de la famille de Dampierre. Donc bon, on est dans un village qui s'appelle Dampierre. Et en fait, c'est le village d'origine de cette famille qui a évolué. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a les Dampierre-Saint-Dizier, jusqu'au Picot de Dampierre, qui était la dernière famille à avoir été propriétaire de ce château jusqu'au tout début du XXe. Et qui ensuite, par un jeu de succession, s'est retrouvé à la vente. C'est arrivé dans la famille La Rochefoucauld, qui l'a ensuite vendu à un monsieur qui s'appelait le vicomte Bury, qui lui a fait Miss Fortune, et qui a perdu beaucoup d'argent et qui a dû le vendre donc aux enchères, de la même manière que je l'ai acheté l'année dernière. Le château a été mis aux enchères, mais a été au préalable vidé de tout pour essayer de récupérer un maximum d'argent, j'imagine. Il a été donc vendu dans les années 30 et racheté par une branche de la famille d'origine, qui sont les personnes qui l'ont vendu récemment. Donc finalement, ça a été toujours la famille de Dampierre depuis le début jusqu'à l'année dernière, avec un petit interlude d'une trentaine d'années au début du XXe. Après, c'est assez dingue de savoir que c'est une maison qui est une très belle maison, oui, mais qui est quand même assez modeste, dans un lieu dans l'est de la France. Et finalement, les gens qui y sont passés ou qui en viennent sont des gens qui ont quand même marqué l'histoire de France. La famille de Dampierre, c'est quand même une famille illustre. Et il y a eu quand même pas mal de passages ici, puisqu'il y a eu une coalition contre Napoléon, où les empereurs, ou en tout cas les délégués des empereurs, se sont retrouvés dans le salon qui est au bout là, à droite, qui ressemble plus beaucoup à un salon d'ailleurs, et qu'on appelle le salon des 4 empereurs. Et ils se sont retrouvés là, après avoir intercepté une lettre de Napoléon, pour organiser une coalition contre lui. Donc il y a quand même un peu d'histoire qui s'est passée. Et là, on est au dernier étage du Châtelet. On est sous la charpente. On n'est pas à l'étroit. Avec une charpente qui est vraiment très belle. Et alors, assez curieusement, ce bâtiment est assez compliqué parce qu'on remarque là à l'intérieur, donc il y a 2 petites tourelles, et en fait, il y a des corniches qui sont a priori des éléments architecturaux extérieurs et qu'on retrouve à l'intérieur. Donc ça présage qu'à l'origine, il y avait sans doute un toit plus bas ou pas de toit ou un toit plat à cet endroit-là, avec à l'intérieur de ces petites tourelles, a priori des anciens pigeonniers, avec encore un pigeon qui n'est pas d'époque, lui, et avec des trous. Alors on a parlé un peu avec les architectes. En fait, c'était soit des perchoirs qui étaient directement mis dans le mur, soit des étais en bois qui permettaient justement, avec du torchis autour, de construire tout un habillage alvéolé qui permettait de loger les pigeons. Et la charpente est intéressante. Ça va être quelque chose à isoler, ça. Parce que là, évidemment, il y aura un projet d'aménagement, étant donné que la maison n'est pas du tout vivable pour le moment. En 2000, donc cet hiver, c'est l'aménagement des 2 petits pavillons de l'entrée, qui va permettre de rester un peu au chaud en plein hiver. Et ensuite, le Châtelet, qui deviendra donc la maison de campagne le temps des travaux de la grande maison. Donc il faut aménager une salle de bain, une cuisine, des chambres, avec le confort nécessaire, à la rigueur de la météo régionale. Donc là, c'est vrai que c'est cette cage d'escalier qui est très jolie, mais il y a un véritable quid de comment est-ce qu'on fait pour éclairer cet endroit-là, parce qu'évidemment, je ne peux pas faire passer du réseau et des gaines entre les joints qui sont beaucoup trop fins. Donc on ne sait pas trop comment on va faire pour l'éclairer. Donc si quelqu'un a des solutions, je suis très très preneur. J'avais demandé aux architectes, mais ils m'avaient dit que ce n'était pas possible, parce qu'à l'époque, ils faisaient des petits fils torsadés, entourés de tissu, et on faisait ça, donc on pouvait les faire passer, pourquoi pas. Donc a priori, c'est plus aux normes, mais j'ai vu qu'une marque d'interrupteurs très connue, catalane d'ailleurs, d'où je viens, font justement ces petits fils torsadés avec
avec des petits morceaux de porcelaine au milieu pour justement pouvoir faire tout le trajet. Donc je vais voir si ça c'est possible pour, je sais pas, sortir des appliques ici avec le petit fil au-dessus, je sais pas, c'est un vrai sujet. Parce que vraiment le mieux, ça serait de réussir à le mettre dans les joints, mais c'est bien trop fin. Nous sommes au deuxième étage du Châtelet, avec tous les murs en pierre. Et là, c'est très joli, il y a tous les petites tomettes qui sont des tomettes 17e, a priori, qui sont toujours de petits gabarits, qui seront évidemment déposés, reposés, parce qu'il faudra faire passer les réseaux dessous. Donc ça sera tout l'enjeu des travaux de l'année prochaine. Et là, on arrive dans ce qui sera prochainement une chambre. Une belle chambre, une grande chambre, pas du tout isolée, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir mettre d'isolation contre les murs, donc c'est la pierre. Mais bon, ça a du charme aussi. Hein. Avec une cheminée qui est une cheminée d'origine, si ce n'est le linteau au milieu qui n'est pas du tout d'origine, qui a été changé parce qu'ils ont dû enlever celui qui portait un blason pour le remplacer par celui-ci qui n'est pas du tout adapté, ce qui fait que ça a fait bouger tout l'édifice, et enfin en tout cas toute la cheminée, et on a été obligé d'étayer ça. Donc voilà, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, où finalement enlever un élément décoratif fait bouger, qui était d'origine, fait bouger tout. Et là on comprend tout l'intérêt et l'enjeu de faire des études sérieuses et tout l'enjeu justement de passer par les monuments historiques et de classer des bâtiments pareils pour être certain que ce soit pris en charge correctement. Parce que même si on a l'impression que ça va être solide, c'est vrai que ça peut tenir ma vie, mais ça ne tiendra pas forcément la vie de l'édifice. Et il faut toujours avoir dans la tête que c'est des bâtiments qui nous survivent. Et on n'est vraiment que de passage, évidemment, on est locataire pendant un temps. Et il faut voir sur le très très long terme et pas sur 15, 20 ou 30 ans. Donc c'est très important. De la même manière, c'est vrai que c'est toujours un sujet, mais on ne peut pas employer avec le conservateur le mot ciment ou le mot joint. On est obligé de dire des joints à la chaux parce qu'on s'est rendu compte que début, avec l'apparition du ciment et du béton, fin 19e, début 20e, c'était très pratique, c'était peu coûteux. Donc beaucoup de bâtiments ont été jointés avec du ciment et en fait le ciment est complètement hydrofuge, donc l'eau, au lieu de traverser par les joints comme elle le fait naturellement avec la chaux, traverse par la pierre et plus par le joint qui est en ciment. Et quand elle traverse par la pierre, avec les changements de température, ça fait péter la pierre. Donc il y a énormément de bâtiments qui ont été très abîmés justement par ces restaurations au ciment. Donc faire très attention aux matériaux utilisés. Là, en ce moment, on se pose pas mal de questions sur le sol. À l'origine, c'était un sol qui était comme là-bas, qui était réagréé, qui serait d'ailleurs a priori beaucoup plus haut avec de la tomette. Sauf qu'on se pose la question de la solidité des solives, voir si elles peuvent supporter de la tomette, un réagréage et un réseau, ou si tout simplement on rajoute des lambourdes et on fait un plancher. Donc ça, c'est un peu les petites questions de maintenant. On descend à l'étage du dessous, donc là on arrive au premier, qui est la pièce finalement la plus préservée de tout le domaine. Qui est vraiment très jolie, avec des solives au plafond, et cette belle cheminée aux armes d'Ampierre avec les pots à feu, comme vous le voyez. Et l'espèce de badigeon jaune, d'ailleurs, est plutôt jolie. Et je me demande si on n'en refera pas un après la restauration qui sera un peu comme ça, tout au moins sur la cheminée, parce que je trouve que ça met vraiment en valeur le blason, justement. Et alors, les cheminées, c'est incroyable, hein, c'est un studio parisien, on pourrait vivre dedans. Donc là, ce sera la pièce à vivre principale du Châtelet, avec probablement une bibliothèque ici et une cuisine aménagée là-bas. Bon, j'essaierai de donner un style dans la déco qui s'intègre au mieux et qui ne donne pas trop l'impression qu'on a collé du confort moderne au milieu, quoi. C'est un peu c'est tout l'enjeu, mais en même temps, c'est un vrai challenge.
Et c'est rigolo, ça demande un peu de recherche, de bon sens, de discussion, donc on ne s'ennuie pas à la maison. Allez, on peut sortir du Châtelet, on va aller au château. Mais en attendant, il y a ici un truc assez intéressant, c'est qu'au début du siècle, plutôt fin du 19e, il y avait ici une immense tour, une tour de guet médiévale qui a été, a priori, qui a brûlé, qui était fragilisée et qu'ils ont donc abattue, et qui était juste en place justement du miroir d'eau actuel, qui a été classé un peu à la hâte, parce que le miroir d'eau, pour le coup, est a priori début 20e, donc n'a pas de grand intérêt historique, mais bon, c'est comme ça. Et le miroir d'eau, dans ce miroir d'eau se jette une rivière qui s'appelle le Puy, et il y a une petite chute d'eau qui a été aménagée, donc c'est une sorte de blocos stalinien là-bas, qui a été aménagée, qu'il faudra essayer de camoufler un peu parce que c'est pas très joli. Et alors on a fait des petites recherches pour savoir si on avait des droits à l'eau, c'est-à-dire si on pouvait installer un système hydroélectrique ou pas. Et donc a priori, il y a sur la carte de Cassini, qui est la carte de France très détaillée de l'Ancien Régime, il y a a priori un moulin, ce qui donne a priori des droits éternels au lieu pour des droits à l'eau, on appelle ça. Donc tout ça reste à vérifier bien sûr, mais ça reste une piste pour autonomiser les ressources électriques, ce qui devient un véritable enjeu aujourd'hui, je crois. Et on va se diriger donc vers le château. Et la terrasse qui est entre donc, le château et le Châtelet est classée elle aussi. Donc la moindre tranchée nécessite l'intervention d'archéologues. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient y trouver d'ailleurs. Mais... Et donc là, c'est les fenêtres dont je vous parlais, avec cette forme assez particulière, avec cette petite arche en haut, cet arc de cercle en haut, qui ne correspond pas forcément au... Alors sur la porte du milieu, la porte centrale, le dessin est assez logique, c'est-à-dire que l'arc du haut correspond aux montants verticaux après, mais ce n'est pas le cas sur les autres fenêtres. Donc c'est assez curieux. Et en revanche, voilà, on voit vraiment bien là le côté vert. Donc ce n'est pas des rideaux verts à l'intérieur, c'est souvent que les volets sont fermés. Et quand les volets sont fermés à l'intérieur, on voit bien la couleur du vert. Et ça, quand on effectuera les restaurations, ce sera un véritable enjeu de réussir à refaire pour remplacer les carreaux cassés, à refaire des carreaux similaires. Et là, on va passer donc par l'ancienne cuisine. On rentre à l'intérieur du château par ici. Et c'est l'entrée de service, mais qui est assez pratique. Avec des petits carreaux qui donnent tout de suite le ton sur la portée politique du lieu, qui ne sont pas du tout d'origine. Et là, on arrive dans en fait, la partie la plus ancienne de la maison principale, qui est l'ancienne cuisine du château médiéval. Donc le château médiéval a été détruit, à l'exception de cette cuisine, dont on garde le plafond et les voûtes, qui sont vraiment très jolis, et qui sera réaménagée à l'avenir en cuisine. Je trouvais ça plutôt intelligent de remettre une cuisine dans la cuisine, mais ce n'était pas l'avis de tout le monde. Et alors, la cuisine remonte plus haut, la hauteur de plafond est plus haute que le reste des pièces du sous-sol, ce qui fait que sur la façade, ça devait être un petit peu bancal, mais au XVIIe, on essaie de sauver les apparences avant tout. Donc le plus important, c'est l'aspect extérieur et la symétrie. Donc l'architecte a réussi par un jeu de fausses fenêtres et de demi-niveaux à donner un aspect complètement symétrique et régulier à l'extérieur, alors que l'intérieur, il y a plusieurs jeux de niveaux qui y opèrent. Donc là, on va arriver dans l'entrée principale de la maison, à laquelle on accédera par la porte principale quand on aura des invités. Donc là, comme je vous le disais, il n'y a pas grand-chose d'origine, en particulier pas le sol. Donc le château a été, dans les années 30, comme je vous le disais, complètement démantelé. Ils ont enlevé les sols, les boiseries, les cheminées. Voilà, du coup il ne reste plus grand chose. Et ça a été réaménagé par la suite, dans les années, je pense, après la guerre, donc à l'après-guerre, dans les années 50, avec des matériaux beaucoup plus modernes.
Donc là, c'est l'entrée principale qui est encore en pierre de taille, qui ressemble beaucoup, parce que on a retrouvé des photos quand même. Parce que la maison avait été publiée dans pas mal de magazines à l'époque, parce que le propriétaire, donc le vicomte Beuret, qui était le propriétaire du début du siècle, début 20e, avait quand même plutôt bon goût, et sa femme, qui était une veuve de Montefiori, qui était une sorte de milliardaire du moment, avait un vrai goût du XVIIe, et de la pureté du XVIIe. D'ailleurs, elle avait demandé de virer le Châtelet, qu'elle trouvait, elle trouvait que c'était une sorte de verrue sur l'alignement et le paysage. Et là, pour le coup, les villageois ont un peu gueulé, et le projet a été abandonné. Mais ils avaient fait pas mal on retrouve des photos et des représentations. Ils ont fait des jardins assez prétentieux, avec des broderies de buis partout, qui ne faisaient pas très campagne, à vrai dire. Et donc l'entrée principale est celle-ci, qui est attenante avec cette grande voûte, avec la cage d'escalier qui, elle, est classée. L'entrée ne l'est pas, mais la cage d'escalier l'est, avec ce poteau qui a été donc rajouté, qui a vocation à être enlevé une fois que la structure sera renforcée, pour redonner justement tout le sens à cet escalier de mansard, qui est imposant et pour autant réussit à tenir sans avoir l'aide de ce pilier. Donc cette cage d'escalier qui est classée avait à son origine, comme sur le mur en face, un parement de pierre qui a été donc complètement réenduit dans un style un peu art déco. Donc là on verra ça en temps voulu, mais c'est vrai que l'idée de pouvoir récupérer la pierre dessous serait quand même une bonne idée, si ce n'est que pour que l'enduit tienne, a priori il a été très piqueté et je ne suis pas sûr qu'on puisse récupérer, donc il faudra faire tout un travail peut-être de fausses pierres, ou il faudra étudier pour lui redonner un aspect qui soit le plus authentique. Voilà, cet escalier ne dessert que le premier étage. Et le rez-de-chaussée, lui, se poursuit avec deux pièces principales. Finalement, c'est bien, il n'y aura pas de pièces en trop. C'est-à-dire qu'il y a une salle à manger, un salon, une bibliothèque, une cage d'escalier, et il n'y a pas de choses démultipliées. Donc on devrait profiter de toutes les pièces. Ce qui est vraiment super dans ce bâtiment, c'est qu'il est très étroit et du coup complètement traversant. Donc il est vraiment baigné de lumière et c'est quand même très agréable. Et là, on rentre dans l'ancienne salle à manger qui sera à nouveau une salle à manger, qui sera réaménagée aussi avec un sol en dallage en pierre, qui sera peut-être un sol plus ancien. Mais c'est assez surprenant quand même de voir une maison de cette taille-là, qui est une maison plutôt modeste d'un point de vue taille, avec des volumes aussi importants. C'est vrai qu'une cage d'escalier, pareil, on ne s'attend pas à avoir une cage d'escalier comme ça dans une maison de 250 mètres carrés au sol. Donc là, une salle à manger. Et ensuite, si vous avez beaucoup d'imagination, le salon principal. Un salon principal avec un parquet très flottant, voilà, qui a été recloisonné, qui était celui-là, était justement le salon des 4 empereurs, où les empereurs s'étaient retrouvés pour constituer une coalition contre Napoléon. Et c'était un salon qui était recouvert de boiseries Louis XV, qui se retrouvent aujourd'hui, qui ont été classées d'ailleurs. Elles ont été classées dans le bâtiment. Enfin, il y a eu tout un micmac parce qu'en fait, ils ont essayé de classer les boiseries dans le bâtiment pour pas qu'elles bougent. Et malheureusement, elles avaient déjà été vendues. Donc, ils n'ont pas pu les retenir ici, mais elles sont classées et elles sont rue de Presbourg, autour de l'Étoile, à Paris, probablement dans une ambassade. Il faudrait que je retrouve le numéro. Mais ça, on a de la documentation là-dessus. Et le sol était, il n'y avait pas de tapis puisqu'il y avait un sol en marqueterie de parquet avec une rosace au milieu. Donc là, voilà, ça sera décloisonné, remis à nu et redécoré en essayant d'aller au plus fidèle du style. Alors je ne sais pas si je pourrais retrouver des boiseries Louis XV qui pourraient s'y accorder, mais dans le pire des cas, faire quelque chose qui se rapproche le plus du style de la maison à l'origine, des boiseries peut-être un peu plus simples. Et on va pouvoir aller au premier étage si vous voulez.
Et alors là, juste là, il y a une rivière qui traverse, donc c'est assez charmant. Tout le parc doit être réaménagé, il faut que j'y repense un petit peu. Et après, il y a tout l'aménagement qui est à refaire, étant donné qu'il y a même le sens de circulation qui est un petit peu chaotique. Donc un sens de circulation qu'il faudra recréer, étant donné qu'il y a un couloir qui est donc côté ouest ici, qui finalement arrive ici et se déporte sur le côté est et remonte du côté est. Donc je pense que là on fera un sens de circulation avec un grand couloir côté jardin qui fera toute la longueur et qui distribuera des chambres sur le côté, qui donneront donc sur cour, alors qu'au deuxième étage c'est l'inverse. Le couloir est à droite, enfin le couloir est côté est et les chambres sont côté jardin. Donc voilà, ça c'est un petit peu, je trouve, une bonne illustration de la maison, c'est-à-dire que les cheminées avaient été enlevées, les parquets également, et avaient été remplacés par ce genre de parquet. Cette pièce, en revanche, conserve un parquet Versailles qui est plutôt joli, à une plaque près. Je ne sais pas si c'était celui d'origine, mais en tout cas, il est très beau. Avec des fenêtres qui ont été fermées ici, mais qui sont réouvrables. Donc cette pièce est dingue, elle a quand même 6 fenêtres, avec vue sur le Châtelet, vue sur le jardin, vue sur la rivière. Et vue sur le voisin aussi un peu d'ailleurs. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que tous les volets intérieurs sont là. Ça, c'est quand même pratique. Donc il devait y avoir à un moment donné un escalier d'honneur, en tout cas pour aller aux chambres du dessus, parce qu'en fait, là on est donc au dernier étage, et l'étage du dessus, il en reste encore 2 étages. L'étage du dessus est quand même un étage de chambre qui est sous les toits, mais pour autant, le principe de la toiture mansardée, c'est que la toiture à la mansarde, c'est justement que les chambres, les pièces sous toit, conservent une hauteur sous plafond immense. Donc au-dessus, il y a 4,60 m sous plafond. Et il n'y a pas d'escalier pour y accéder, si ce n'est que le petit escalier de service. Donc l'enjeu sera de retrouver l'escalier d'origine ou de recréer un escalier un peu plus digne de ce nom pour pouvoir accéder justement à l'étage des chambres d'invités. Donc là, on prend l'escalier de service, qui a l'air d'être un escalier 19e qui est très mignon d'ailleurs. Et là, nous arrivons donc au 2e étage avec un sens de distribution différent qui donne donc sur le couloir et le côté Châtelet et les chambres côté jardin avec des chambres immenses qui n'ont pas du tout l'air de chambres de bonne. Donc quand même, quand on a des invités qui viennent ici, il faut qu'ils prennent un bel escalier et passer avec leur valise. Ils seront vexés d'arriver passer par l'escalier de service. Après, je n'ai pas l'intention d'en faire un hôtel, évidemment. C'est plus une maison de campagne dans laquelle j'aimerais venir pour passer les fêtes en famille, pour venir faire des week-ends, parce qu'on est à un tout petit peu plus de 2 heures de Paris. Donc c'est toujours agréable de vouloir passer les week-ends ici avec des amis, se reposer et rester un peu à la campagne. Mais pour cela, il y a pas mal de travaux d'aménagement à faire. Mais après la maison, malgré un usage privé, elle sera quand même ouverte au public, parce que je me suis aperçu l'année dernière que le fait de l'ouvrir le mois de juillet et le mois de septembre, les gens adorent. Alors ce n'est pas tellement pour gagner des sous avec les visites, mais c'est plus pour que les gens, les curieux du patrimoine, puissent passer par là, regarder, visiter. La plupart des habitants du village n'étaient jamais rentrés dans la maison, par exemple, alors qu'ils ont de la famille qui y ont travaillé, et ils ne sont jamais rentrés dedans. Donc ils étaient tout contents de pouvoir venir. S'ils se prenaient en photo devant la grille pour les mariages, ou devant le perron parfois, parce que la famille leur autorisait justement de faire une photographie pour les mariages.
Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai des jeunes gens là, qui doivent se marier prochainement, qui m'ont contacté savoir s'ils pouvaient eux aussi venir faire la photo de leur mariage devant la grille ou le perron, comme la grand-mère l'avait fait précédemment. Oui, donc des pièces quand même assez vastes dans lesquelles on pourra aménager des chambres avec salle de bain. Voilà. Je pense qu'au total, le château lui-même pourra avoir 7 ou 8 chambres. 7 chambres a priori. 4 à cet étage-là, 3 à celui d'en dessous. Je garderai le grenier avec des attentes d'électricité et d'eau au cas où la famille s'agrandit et on a besoin d'avoir beaucoup de chambres supplémentaires. Mais a priori, voilà, il n'y aura que 7 chambres dans cette partie de la maison. Et on va aller donc au dernier étage, qui est l'étage sous comble, où une partie de la charpente est visible d'ailleurs. Et elle est très intéressante. Donc là, c'est le grenier. Alors moi, je fais presque 2 mètres. Alors vous vous rendez compte, c'est quand même un luxe de pouvoir marcher tranquillement dans un grenier. Un grenier que je voudrais nettoyer, enlever peut-être, décloisonner aussi pour le rendre un peu propre. Et surtout pour les restaurations, ce sera peut-être une bonne idée justement de pouvoir accéder à la charpente complètement, afin de libérer l'espace tel qu'il est ici, avec une charpente qui est curieusement assez travaillée, parce que c'est toujours des éléments techniques, les charpentes. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments de décoration au sein d'une charpente, et pourtant, on le voit sur celui-ci, et sur ces piliers qui, eux, ont été travaillés, vous voyez, avec un chapiteau, une plinthe, ce qui est assez rare sur des éléments structurels de charpente comme ça. On le voit hein, ici, on le voit un peu plus haut aussi. Donc tout ça est très sain. La toiture sera quand même à refaire parce qu'elle a priori un peu plus de 100 ans. Et le problème que l'on a, c'est que c'est une toiture avec des ardoises qui est une toiture au clou. C'est-à-dire que chaque petit morceau d'ardoise est cloué et est recouvert. Donc le clou est recouvert par l'ardoise du dessus. Et donc déjà, c'est pas évident parce que dès que les clous commencent un peu à rouiller au bout d'un certain temps, les ardoises glissent. Et en fait, on ne peut pas reclouer l'ardoise, puisqu'il faudrait redémonter toute la toiture pour pouvoir la reclouer. Donc en fait, elles sont juste remises à l'intérieur et collées. Donc il y a eu pas mal de restaurations qui ont été effectuées en ce sens au cours des années. Et le deuxième problème, après celui des clous, c'est celui de l'ardoise elle-même qui, elle, devient poreuse et par conséquent est beaucoup moins résistante aux intempéries. Et qui, au bout d'un certain temps, on doit les changer. Donc, a priori, les ardoises devront être changées à un moment donné. Donc, ça fera partie des travaux à partir de 2024, j'espère. Et bien encore, on voit là, le travail sur la charpente. C'est bien, ils se sont cassés la tête, c'était pas du tout nécessaire, mais ils l'ont fait quand même. Alors, ce qui est très sympa, c'est que finalement, d'avoir ouvert la maison au public, ça a permis de délier un peu les langues, et notamment, chacun y est allé de son anecdote. Et j'ai reçu pas mal de documents, et j'ai découvert plein de nouveaux trucs, et je pense que j'en ai encore pas mal à découvrir, notamment une anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, c'est une sorte de drame qu'il y a eu ici à Dampierre, justement avec cette famille qui a racheté le château au début du XXe, qui a donc été racheté par ce vicomte. Ce vicomte avait une épouse qui était une épouse d'un second mariage. Elle avait été en fait mariée à ce monsieur Montefiori. Et elle avait eu un fils avec lui qui s'appelait Gérard, qui a donc passé son enfance ici avec son beau-père, le vicomte. Sauf que monsieur Montefiori, Gérard, le gamin, a hérité d'une fortune colossale que sa mère a eue en gestion jusqu'à sa majorité. Et à la majorité, le Gérard Montefiori a donc hérité de tous ses biens et comme son beau-père était à 2 doigts de la faillite, il a racheté
le château de Dampierre et c'est devenu donc sa maison principale. Et lui, c'était un gamin flamboyant qui était dans tous les clubs parisiens et qui partageait son temps entre Dampierre et Paris. Et dans les années 20, il avait une automobile et il faisait des allers-retours avec sa voiture. Et il avait une petite fiancée ici qui était plutôt détestée, qui était très arriviste, qui était très colérique et que personne n'appréciait, en particulier pas sa mère. Et il se trouve qu'un jour, il est appelé à Dampierre parce que son cheval préféré dans les écuries est mort, d'une mort suspecte. Bon, il a eu une sorte d'hémorragie digestive. Bon, il vient à Dampierre, il passe quelques jours ici, il se dispute avec son ami, qui s'appelait Madame Ledoux d'ailleurs, et il décide donc de passer la nuit ici et de rentrer à Paris le lendemain. Il déjeune ici, il prend la voiture, et sur le chemin, il a un malaise. Un agriculteur du coin conduit sa voiture et le ramène à Dampierre. Il y passe la nuit, il se repose, il allait a priori mieux, et le lendemain matin, il est retrouvé mort d'une hémorragie digestive. Alors avec les moyens de l'époque, donc c'est les années 20, les autopsies ne retrouvent pas grand-chose. Un gros drame aussi sur la succession, puisque Madame Ledoux n'était pas du tout mariée avec lui, donc elle n'avait aucun intérêt à ce qu'il décède, sauf qu'on découvre au moment du testament qu'il y avait un testament avec une coquette somme, alors en convertissant ça faisait plusieurs dizaines de millions d'euros, qu'il y était destiné. Alors c'était très minime par rapport à la totalité de la succession, mais quand même la mère était furieuse et était persuadée que c'était la maîtresse, donc la fiancée, qui avait tué son fils. Elle porte plainte. Évidemment, c'est sans suite. Donc la jeune fiancée récupère son dû, mais il reste quand même le doute parce qu'a priori, il voulait la quitter. Donc l'idée, c'est qu'il voulait quitter sa fiancée. Elle était sur le testament et elle l'aurait tuée. Donc là, ça reste une idée comme ça, mais ça reste une idée qui serait logique, où elle l'aurait tué avant qu'il puisse l'enlever de son testament. Et voilà. Et donc l'affaire a été classée, et je ne sais pas du tout ce que sont devenus ces gens, mais c'est une histoire, c'est vraiment du Hercule Poirot. Et je trouvais ça très intéressant. Je suis ravi d'avoir pu partager avec vous cette visite sommaire, hein, parce que c'est plus l'histoire qui est intéressante et la projection qu'on pourra se faire de la maison une fois qu'elle sera un peu plus restaurée. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de me contacter pour me poser des questions là-dessus, ou si vous avez envie de venir découvrir le site. Il sera ouvert donc cet été, en fonction des travaux aussi, pour que vous puissiez venir voir de vos yeux l'endroit.